l'enfance du Christ. Le troisième, la passion du Christ. Le quatrième, la Vierge de Miséricorde. Et le cinquième, les nouveaux sujets iconographiques dans les représentations marginales. Étant une historienne d'art, je devais observer les manuscrits arméniens du point de vue historique en faisant une grande attention aux colophons et aux informations importantes apportées par eux. J'ai décidé de montrer le portrait caractéristique de chaque commanditaire en essayant de donner les très peu des informations qu'ils étaient plus ou moins connus sur chacun d'eux, et en ajoutant ce que j'ai pu remarquer moi-même en faisant l'étude des colophons. Grâce à mon collègue Samuel Kikoyan, qui est présent là aujourd'hui, j'ai appris à travailler avec les sources primaires historiques et surtout grâce à nos discours sur l'histoire du royaume arménien, j'ai pu formuler une image complète sur la situation géopolitique de Erevan et je vais la présenter aussi l'année prochaine, au mois de février, à Los Angeles, à UCLA, pendant une conférence organisée là-bas. Vous pouvez voir ici les autres portraits de deuxième, la comparaison. Et voilà qui est beaucoup de conférences organisées à Montpellier pour les 30 ans de coopération entre l'Université de Beaux-Valéry et l'Université d'Erevan. Avant de voir l'évolution du style et de l'iconographie des miniatures du XIIIe siècle, il fallait bien trouver les scènes qui étaient conservées et présentes dans la plupart des manuscrits commandés par les étudiants. La nativité du Christ et la présentation au temple étaient les sujets desquels pouvaient montrer cette évolution parfaitement. Et dans le deuxième chapitre de ma thèse, j'ai fait l'analyse détaillée de ces scènes, en essayant de montrer les innovations iconographiques que les artistes arméniens ont apportées dans ces sujets tellement répandus dans l'art byzantin. L'une des innovations était le nombre et l'apparence des rois mages dans la fameuse scène de l'adoration des mages d'évangile de 1260 commandée par le catholicos Constantin de Barthelberg, qui est aujourd'hui, le manuscrit qui est aujourd'hui à la cathédrale Saint-Jacques de Jérusalem, et qui est illustré par Toros Roslin. Cette illustration est encore une autre preuve que les événements historiques ont beaucoup influencé la miniature arménienne, le choix des sujets et les apparences des caractères. Et ce qui est le plus important, c'est d'apercevoir que le Roslin, le miniaturiste, entre dans le même jeu diplomatique que le roi Hétun Ier et son frère Sembad, en voulant montrer que les Mongols étaient soi-disant les descendants des rois mages. Ce chapitre comporte plusieurs réflexions sur les détails iconographiques et théologiques qui méritaient une observation assez profonde. J'étais toujours très passionnée par les influences artistiques et idéologiques italiennes dans le cours du royaume arménien et surtout dans les miniatures de Cilicie. En 2014, j'ai donné une série de conférences en Italie, notamment à Rome, à Naples et à Pompéi, sur les relations artistiques et historiques entre l'Italie et l'Arménie en XIIIe et XIVe siècle. Le sujet a vraiment intéressé la public italienne et même la presse italienne et la télévision ont parlé sur cette série de conférences organisées par moi et la communauté arménienne à Naples. On a même eu la chance d'être accueillis par le vice-maire de ville de Pompéi et à la mairie et pour faire une troisième conférence là-bas. Le sujet d'influence iconographique italienne apparaissant dans la miniature arménienne a été profondément... vous pouvez voir les photos des conférences organisées en Italie. Là, c'est quelques articles dans la presse italienne sur les conférences qu'on a fait là-bas. Le sujet d'influence iconographique italienne apparaissant dans la miniature arménienne a été profondément discuté dans les 3e et 4e chapitres de ma thèse, dédiés à l'iconographie des scènes du Passion de Christ et à la Vierge de Miséricorde. L'iconographie de la Passion du Christ au XIIIe siècle était fortement influencée par des idéologies franciscaines partout dans l'Europe. Et pour la Cilicie, où les représentants de la noblesse et les princes étaient passionnés par des idées franciscaines, ça ne pouvait pas être une exception. Donc, je ne pouvais pas passer à côté de ce sujet sans faisant attention aux facteurs franciscains. Ce qui concerne la Vierge de la Miséricorde, c'est une iconographie dont la plus vieille
plus vieil exemple survécu jusqu'à nos jours est arménien. Et malgré le fait que Sirapi Ternelsician a fait une étude très importante à ce sujet, à propos de ce sujet, pendant les dernières 50 ans, plusieurs chercheurs ont fait des intéressantes hypothèses et le sujet méritait d'être discuté encore une fois dans ce nouveau contexte. Et on a voulu surtout ajouter à cette discussion nos réflexions sur les motifs historiques et l'apparition de ce sujet sur les motifs historiques de l'apparition de ce sujet dans l'art arménien. Étant encore une étudiante en licence, j'étais toujours passionnée par les articles de Tigran Gouyounjian sur les influences de l'art chinois dans la miniature arménienne de Cilicie au XIIIe siècle. C'est surtout ces articles qui ont attiré mon attention vers le lectionnaire du Hétoum II et ses éléments stylistiques et iconographiques extraordinaires. C'était évident que ces éléments avaient des significations qui méritaient d'être explorées. Le dernier chapitre de ma thèse est consacré aux images marginales qu'on trouve dans les manuscrits qui font l'objet de notre recherche. L'un des plus intéressants parmi eux, c'est la vision de prophète Daniel sur 4 bêtes, représentée dans la lectionnaire du Hétoum II. Cette image est intéressante non seulement pour son style et iconographie unique, mais aussi pour les influences qu'il a laissées sur les successeurs dans la peinture miniature arménienne et ensuite iranienne. On retrouve le style des animaux composites quelques siècles plus tard dans les miniatures de l'Iran safavi, pour l'apparition de lesquelles les chercheurs n'ont toujours pas trouvé de réponse. J'ai présenté ce sujet aussi pendant la conférence organisée à Gdansk par M. Deluga en 2016, et ma recherche va être publiée en français dans les actes de colloque, dans les séries Byzantina, très bientôt. Et j'ai également publié cette recherche en version arménienne dans la revue de Rande Sensoria à Vienne. On me pose la question, pourquoi est-ce que le titre de ta thèse est aussi long que ça? Et ce travail devait être une étude historique, iconographique et théologique pour la simple version, que le sujet ne peut être discuté et compris que par des preuves textuelles ou des analyses iconographiques. L'art de la période des Étumides est une combinaison complexe qui reflète la mentalité et le goût de son époque. De nombreux chercheurs ont fait des études sur ce thème des miniatures arméniennes du XIIIe siècle en se concentrant sur un seul manuscrit ou sur tout le groupe des manuscrits royaux. Cependant, l'étude complète de ce groupe des manuscrits restait toujours non écrite. Notre travail avait pour but de combler cette lacune et de faire la description des manuscrits royaux du XIIIe siècle du point de vue historique, iconographique et théologique. Je voudrais finir mon discours ici en vous présentant les listes de publications que j'ai faites pendant ces années. Voilà, en ce moment j'ai 16 articles publiés, il y a quelques articles qui sont en train de publication, ils vont paraître dans quelques mois. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Se réfère au contact diplomatique, rappelant l'intronisation du roi arménien avec le soutien du monde occidental. C'est dans le premier chapitre que l'on caractérise le souverain comme ceux qui ordonnaient les manuscrits. Elle met en évidence les relations du royaume avec l'Empire byzantin. Isabelle et Hétoum, au moment de leur mariage, puisque d'après Claude, ils avaient à peu près le même âge, 12 ans, étant probablement nés en 1214. Et peut-être plus grave aussi, vous auriez pu, en consultant le travail de Claude, étoffer mieux ce que vous écrivez sur cette fameuse alliance arméno-mongole, où vous évoquez les fameuses 7 conditions, de manière un peu superficielle, sans donner vos sources, en tout cas dans la version française que j'ai eue sous les yeux. Et sans appui. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, M. Bonaventure. C'était très intéressant de voir vos remarques. C'est très utile, bien sûr. Et je vais essayer maintenant de répondre point par point. Alors, oui, tout d'abord, ce qui concerne la question de l'âge d'Isabelle et de Hétoum.
Oui, tout d'abord, je voudrais dire que je me suis basée sur les sources historiques primaires pour ce travail-là. Et ce qui concerne la raison pour laquelle je ne cite pas autant qu'il fallait peut-être Claude Moutafian, c'est parce que dans certains cas, il y a des cas dans lesquels je ne suis pas d'accord avec son opinion et je ne veux pas très entrer dans les détails sur ce sujet-là. Mais surtout, comme je ne suis pas historienne, je suis historienne de l'art à la base. Et mon travail, c'est plutôt un travail d'une historienne de l'art. Je fais une analyse comme une historienne de l'art. Et ce qui concerne les points de l'accord arméno-mongol, j'ai juste essayé. Oui, je sais. Histoire médiévale. Je sais, mais à la base, ce que je dis, ma formation de la base, c'est une formation d'historienne de l'art. Donc, je viens d'entrer dans ce milieu de l'histoire. Et ce que j'ai donné ici comme les points pour l'accord arméno-mongol, c'est ce que j'entre pas dans les détails parce que c'est pas le sujet sur lequel je me concentre. Je parle des manuscrits et des colophons, des informations qu'on trouve dans les colophons, et le parti de l'Alliance arméno-mongole, ça n'entre pas dans le projet de la thèse. Je donne comme des citations, justement. Et oui, ce qui concerne Zabel et tout l'âge qu'ils avaient. Oui, tout d'abord, je ne suis pas d'accord avec l'opinion de Claude Moutafian, avec tout le respect que j'ai pour lui, que tous mes Zabel avaient le même âge à cette époque-là. Je ne suis pas d'accord avec cette opinion et je vais raisonner pourquoi. On peut le dire dans la thèse. Oui, non, mais ce que je dis, ce n'est pas dans la thèse. Oui, alors, à 1226, quand l'accord était signé, je dis que Isabelle avait 14 ans, la raison pour laquelle je donne cette opinion, c'est parce que la seule manuscrit qui est écrit quand Isabelle était encore en vie, c'est un lectionnaire de 1221, où le scribe Grigor de Drazak, dont l'âge de Zabel, qu'il avait 7 ans, en 1221. Donc, en 1926, elle devait avoir 14 ans. Et déjà, elle était plus âgée que les tout, parce que même si Moutafian dit qu'ils avaient tous les deux 12 ans, c'est pour ce qui concerne l'âge de Hétoum Ier. On n'a aucune source qui donne l'âge exact de Hétoum Ier. Mais on sait bien qu'il avait un frère aîné, Sembat, qui n'a pas marié Zabel. Parce que son père, Constantin, il voulait être au pouvoir du pays plus longtemps possible. C'est pour ça qu'il a fait marier s'il n'a pas fait marier son fils aîné. Vous savez, moi, ça ne me gêne pas beaucoup. Oui. J'ai 10 ans, 12 ans, 14 ans. Oui, je sais. Vraiment, pour moi, ça n'a pas un grand intérêt. D'ailleurs, je sais même que quelques pages avant, vous disiez qu'elle avait 10 ans. Oui, ce que je vais expliquer. En fait, j'ai regardé, j'ai pas vu cette erreur parce que pour la version arménienne, et vous pouvez le voir, dans la version arménienne, je dis bien qu'elle a 14 ans. Le problème, c'est que 2 fois dans le même texte, il y a le chiffre 14, parce que je dis le 14 février de 1226, et il y a, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai fait une erreur de chiffre 14 dans la deuxième version, donc je suis bien d'accord avec la version qui avait 14 ans, et je vous donne l'explication pourquoi. Et oui, je pense que, je ne sais pas si c'est suffisant pour la réponse de l'âge de Zabel et de Hétoum. Je vais passer sur l'autre question. Ce qui concerne le reliquaire de Skevra. Alors, pourquoi je dis armoire de ciboire? Déjà, j'ai vu cet terme dans le livre de notre Claude Moutafian, notre très cher Claude Moutafian en Arménie du Levant. C'est lui qui donne dans la deuxième tome de son travail armoire de ciboire. Et deuxièmement, j'ai parlé avec Madame Manoukian, qui est plutôt spécialiste dans ce milieu-là, sur ce qui concerne Masnatou Paralan, pour le Skevraï Masnatou Paralan. Même si ce n'est pas un reliquaire qui comporte un morceau de croix, mais quand même, Madame Manoukian m'a proposé que